Les rapports publiés sur l'état de notre planète sont alarmants. Face à ce constat et au sentiment d'être acculé face à l'urgence, il peut parfois être tentant de vouloir prendre des mesures drastiques pour tendre vers une meilleure protection du monde et de ses écosystèmes. L'ONU propose justement de protéger 30% de notre planète en prenant des territoires et en faisant des réserves et des parcs naturels. Cette idée de mettre la nature en parc est très alléchante sur le papier, notamment parce qu'elle renvoie de manière inconsciente à des notions qui malheureusement sont galvaudées, mais comme une sorte de retour à une nature originelle. Mais en plus de ça, cette solution présente des limites, à commencer par le fait qu'elle exclut du processus les personnes les mieux placées pour gérer durablement ces territoires. L'objectif de cette vidéo, c'est d'aiguiser notre réflexion par rapport aux solutions qui émergent pour contrer le dérèglement climatique, en connaissant précisément les limites. Je m'appelle Fiorella Longo, je suis la directrice des Survival International France et aussi chercher des plaidoyers pour la campagne pour décoloniser la protection de la nature. Dans le monde d'aujourd'hui, on a une perte accélérée de la biodiversité. Donc c'est une préoccupation qui est tout à fait fondée dans la science. On a des données qui nous montrent qu'on a une perte de la biodiversité à côté du changement climatique. Donc d'un point de vue de l'environnement, on est dans une crise. Mais différents acteurs m'ont proposé différentes solutions. La majorité desquelles nous dénonçons. Donc, les solutions soi-disant majoritaires, donc dominantes, sont pour nous dangereuses. Donc, à partir de ces données scientifiques, donc le fait que la biodiversité est en train de se perdre, la majorité des organisations de protection de la nature, à côté des gouvernements du monde, ont proposé une solution qui a l'air d'être très facile à appliquer. C'est l'idée du 30%. Cette idée, en concret, ça veut dire que les 30% de la planète Terre va devenir une aire protégée. Donc un parc naturel ou une réserve pour la faune dans laquelle les êtres humains ne vont pas pouvoir faire leur activité. Beaucoup de personnes pensent que c'est une bonne idée parce que les êtres humains ils sont en train de détruire la planète avec leur activité. Mais il faut savoir que ce n'est pas une bonne idée. Cette idée, c'est une idée vieille. Le monde aujourd'hui, on a 17% de la surface de la planète est déjà en aire protégée parce qu'il y a 10 ans, donc dans les 2010, voilà, les gouvernements du monde et les ONG de protection de la nature, ils ont dit qu'il fallait transformer les 17% de la planète en tant qu'aire protégée. Donc on est ici 13 ans après avec une biodiversité accélérée. Donc il y a quelque chose dans cette solution qui ne marche pas. Donc on ne peut pas protéger la biodiversité si on n'attaque pas les racines du problème, qui sont la surexploitation des ressources, due à la surconsommation. Donc la solution qu'ils nous proposent, les 30%, c'est une solution, je dirais, apolitique, dans le sens qui ne touche pas les structures sociales et économiques qui sont à la base de la perte de la biodiversité. C'est une solution facile à nous adopter, parce que nous, on ne doit pas changer notre mode de vie, on doit juste mettre à côté certaines zones dans lesquelles il y a particulièrement beaucoup de biodiversité et les laisser de côté. Et nous, on peut continuer à consommer et à surexploiter comme si rien. Il faut savoir que pas tous les humains ils détruisent la nature. La majorité des peuples autochtones, par exemple, avec lesquels nous travaillons, ils ont une relation totalement soutenable avec la nature. Ils l'utilisent pour manger, comme médecine, mais ils ne la détruisent pas. Il y a une idée de réciprocité. Donc, on prend de la nature et on donne à la nature. Parce qu'eux, ils ont besoin de la nature pour vivre. Une fois que ces aires protégées arrivent, donc, les peuples autochtones sont empêchés d'accéder à leurs terres. Ça ne veut pas seulement dire qu'ils ne peuvent pas manger, parce que souvent, ces peuples autochtones ils dépendent de la terre pour manger. Donc, ils chassent, ils font de la cueillette. Mais ça veut dire aussi qu'il y a une sorte de génocide silencieux. Parce que ces peuples autochtones, ils ne peuvent plus être les peuples qu'ils sont. Donc, ils ont besoin de leurs forêts et de leurs terres pour faire leurs rituels, pour apprendre à leurs enfants tout ce que ça veut dire être ces peuples en particulier. Et donc, tout ça, ils se perdent. C'est empêché pour ces peuples. Donc, cette manière de se relationner à la nature enrichit aussi la nature. L'idée des natures sauvages, c'est une invention. C'est une invention qui a été créée pendant la colonisation pour occuper des terres. Donc, les terres étaient imaginées comme vides, comme sauvages, pour pouvoir les occuper. Et ces peuples autochtones qui géraient ces environnements ont été accusés de les détruire. Mais si on voit très bien et on pense, on imagine, je ne sais pas, l'Amazonie par exemple, ou les Serengeti, il y a millions de touristes qui sont allés et qui continuent à aller en Tanzanie à voir les Serengeti.
Ces endroits sont les terres ancestrales des peuples autochtones. Les Serengeti des Maasai, l'Amazonie des peuples autochtones, qui a plusieurs peuples autochtones qui habitent dans l'Amazonie. Ces peuples autochtones n'ont pas été mis dans ces endroits et qui étaient comme ça. Ils ont fait quelque chose, ils ont interagi avec ces environnements pour les enrichir, pour les créer. Donc on voit très bien que la biodiversité et la diversité culturelle sont liées. Donc ces modèles d'air protégé qu'ils nous proposent, il va à toucher tout ça, tout cet équilibre. Il s'agit d'imposer des endroits dans lesquels les êtres humains, donc on va imposer un espace créé dans l'imaginaire d'une ONG à Bruxelles par exemple. Donc on se dit à partir de ces moments, toutes les personnes autour ne peuvent plus accéder et on va tenir cette nature comme ça, en état sauvage. Donc c'est bien sûr une illusion qui s'est créée souvent par des gens qui habitent dans des villes, qui ne sont pas en contact avec la nature et pour lesquels la nature est sauvage. Donc si on regarde donc, les racines de cette idée de sauvage, on va jusqu'à l'époque de la colonisation et à la création du premier parc naturel, que c'est Yellowstone et Yosemite aux États-Unis. Cette idée vient des États-Unis. Donc l'idée d'air protégé qui aujourd'hui, dès 2023, on continue à proposer comme solution de notre planète, il vient de 1864. Donc l'idée, c'était, les colons blancs, ils disaient ces environnements ils sont tellement beaux, il faut les protéger, des peuples autochtones qui ont été chassés. Et la chose que je tiens à dire, ce n'est pas seulement l'impact dans les droits humains que ces modèles ont. Parce qu'aujourd'hui, encore, comme dans les modèles américains, on continue à aller en Afrique et en Asie surtout, dans ces grands continents, à imposer ces modèles de séparation entre l'homme et la nature qui viennent des États-Unis et qui a été beaucoup imposés pendant l'époque coloniale, donc avec un impact terrible sur les droits humains. Mais ce n'est pas seulement ça. Parce que ces modèles, il n'y a pas seulement un impact sur les droits de l'homme, il y a un impact aussi sur la nature. Parce que comme je l'expliquais, ces personnes ils interagissent avec la nature d'une manière qui enrichit la nature. Et aussi, ces modèles, si on les voit très bien, est né juste à côté de la naissance de la société industrialisée capitaliste. Donc ces modèles de conservation, comme je l'ai dit, apolitisés, donc on préserve la nature d'un côté, on continue à l'exploitation des ressources, et ces modèles de conservation et l'industrialisation sont nés un à côté de l'autre. Plus on détruit, plus on a besoin d'imaginer ces protections des natures sauvages, ces besoins de la protéger. Et si on regarde bien les pères fondateurs de ces pensées conservationnistes, aux États-Unis, mais aussi dans les colonies, ils étaient des vrais capitalistes. Donc, ils n'ont jamais mis en discussion l'exploitation des ressources, qui était considérée comme les moments plus importants de la civilisation. Et à côté, ils craignaient la perte de la nature. Donc, les modèles est né de manière qui protègent, dans une certaine manière de voir, la société capitaliste. Et les 30% a cet objectif précis. Donc d'un côté, on dit la biodiversité se perd, il faut faire quelque chose. Donc on va simplement créer des aires dans lesquelles on peut aller en tant que touriste, aller visiter, avoir les animaux qui ne sont pas touchés par les humains en général. Et de l'autre côté, on ne met pas en discussion la racine du problème, que c'est la société capitaliste basée sur la croissance infinie des ressources. C'est le contraire, ces grandes ONG de protection de la nature qui aujourd'hui nous disent qu'il faut créer plus des aires protégées, comme les WWF, le WWF ou la WCS ou des grandes organisations de protection de la nature, ils sont tous ils font des partenariats avec des grandes multinationales. Ou encore pire, par exemple aujourd'hui, les WWF, les présidents de WWF et les ex-PDG de Coca-Cola. Donc c'est les mêmes gens qui d'un côté veulent continuer à accroître leur profit, et de l'autre côté, ils nous disent bah oui, il faut faire quelque chose sur la nature, on crée des aires protégées. Donc c'est cette relation entre les pouvoirs économiques et ces modèles de conservation que nous mettons en cause. Aussi, bien sûr, avec les violations des droits de l'homme. Aujourd'hui, on ne peut pas penser de faire de la protection de la nature sans les peuples autochtones. Les 80% de la biodiversité se trouvent dans leur territoire. Et ces données doivent nous servir à faire la première réflexion. Ça veut dire, si on veut sauver la nature, ou une partie, il faut absolument reconnaître les droits territoriaux des peuples autochtones. Ça peut, et une autre fois, ça semble très abstrait, mais en concret, ça veut dire qu'il y a des gens
qu'ils n'ont pas accès à leurs terres et que par contre c'est leurs terres, dans les terres dans lesquelles ils sont nés depuis des générations, ils n'ont plus accès à leurs terres. Ces terres, elles doivent passer au contrôle des peuples autochtones. C'est comme ça arrive dans certaines régions en Amérique latine où les peuples autochtones ont les droits à vivre dans leur territoire collectivement. Ça doit être le cas pour tous les territoires partout dans le monde. Et ça, c'est la première chose. Si on veut commencer premier pas pour pouvoir protéger notre planète, il faut reconnaître les droits territoriaux des peuples autochtones. La deuxième chose, c'est tenir présent qu'on ne peut pas séparer les questions de protection de la nature des questions politiques, sociales, économiques plus larges. Il n'existe pas une protection de la nature qui ne soit pas militante. On ne peut pas penser de sauver la planète juste en pensant aux animaux et aux plantes. Il faut absolument adresser la racine du problème, qui c'est notre mode de vie à nous. Donc la protection de la nature ne peut pas être les monopoles des ONG de protection de la nature. Ça doit être politisé et tout le monde, politiciens, gouvernements, mais aussi citoyens, doit se soucier de la protection de la nature, mais en sens plus large, en adressant les racines du problème, qui c'est la croissance infinie de la consommation et de nos économies. Si on regarde les territoires autochtones, donc là où les peuples autochtones ont leurs droits territoriaux reconnus, on voit qu'il y a beaucoup plus de biodiversité et moins de déforestation, y compris par rapport aux aires protégées. Donc pas seulement en général, mais aussi en comparaison aux aires protégées. Aujourd'hui, toutes les études scientifiques nous le démontrent. La reconnaissance des droits territoriaux signifie une meilleure avancée aussi pour la biodiversité. Un des aspects, des éléments du 30% que très peu de personnes connaissent et n'était pas beaucoup médiatisé, c'est les liens que ces 30% a aussi avec la compensation carbone. Parce qu'une des idées, c'est de pouvoir financer la création des aires protégées jusqu'à arriver aux 30% avec la compensation carbone. L'idée de base, c'est les aires protégées, ils vont empêcher la déforestation. Donc, ce carbone qu'ils empêchent de sortir dans l'air, elle peut être transformée en crédit de carbone et vendu au marché, aux sociétés, aux compagnies multinationales qui veulent se déclarer neutrales en carbone, donc compenser leurs émissions. Ce mécanisme est, je dirais, dramatique pour la crise environnementale et climatique dans laquelle on vit, pas seulement parce qu'une autre fois, on est en train de donner aux solutions soi-disant fondées sur les marchés la clé pour sortir d'une crise dans laquelle on est tombé à cause de l'économie du marché, mais aussi parce que ça veut dire que l'expulsion des peuples autochtones des aires protégées, il va servir à compenser les émissions des compagnies très polluantes. Et juste pour donner un exemple très précis, parce que ça peut, une autre fois, ça me semble très abstrait, nous travaillons dans ces moments au Kenya, où les sociétés pastorales, donc des sociétés d'éleveurs pastoraux qui habitent dans des endroits qui sont très sèches et arides depuis des générations, ils se voient expulsés à cause d'un projet dans une aire protégée des compensations carbone. Donc ces sociétés pastorales sont accusées de faire du surpâturage, parce que c'est toujours l'idée derrière la conservation, c'est que nous, notre savoir scientifique, et nous savons mieux que les peuples autochtones. Donc les ONG de protection de la nature accusent les éleveurs pastoraux de faire surpâturage, donc de savoir pas faire du pâturage, faire paître leurs vaches. Et donc ils disent, si on l'explique comment les faire, ils vont arrêter de faire ces surpâturages et l'herbe va pousser dans les sols arides, il va absorber du carbone. Et ces carbones en plus, on peut les vendre à des compagnies telles qu'aujourd'hui Netflix et Facebook, qui se déclarent neutrales en carbone et achètent ces crédits de carbone qui servent à expulser ces peuples autochtones qui sont les moins responsables de la crise climatique. Tout ça pour nous empêcher, une autre fois, ces modèles de protection de la nature en train de sauver le capitalisme, tout ça pour nous empêcher à nous un vrai changement dans notre mode de vie, qui c'est la seule solution pour la réduction des émissions.